en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Il a fait plusieurs travaux de R&D, parfois très appliqués sur les instruments économiques et le développement de politiques publiques en lien avec la lutte au changement climatique, avec le développement durable et aussi avec la finance socialement et environnementalement responsable. D'ailleurs, à l'Université de Sherbrooke, il a contribué à mettre de l'avant toutes sortes de projets qui ont amené le transport en commun gratuit aux étudiants de l'Université de Sherbrooke, etc., etc. Et pour la petite histoire, Alain Webster a déjà été sur le conseil scientifique d'Ouranos, au début d'Ouranos. Et au final, il s'est mis à être impliqué dans tellement de projets d'Ouranos que ça faisait plus de sens qu'il soit associé au conseil scientifique. Donc, il est sorti du conseil scientifique. Moi et Alain, on fait régulièrement des présentations sur les changements climatiques. C'est assez sympathique de faire ça. On l'a fait à l'Assemblée nationale, à l'UMQ, à la FQM, etc. Et donc, je pense que ça aide à faire avancer le dossier des changements climatiques. Depuis 2021, il pilote, à l'époque, ça venait d'être créé grâce à la loi sur la gouvernance climatique du gouvernement du Québec, le comité consultatif sur les changements climatiques. Et d'ailleurs, il est pas mal sur l'actualité dernièrement en lien avec la commission parlementaire. Donc, l'objectif, en fait, la présentation, c'est favoriser la décarbonation rapide de la société québécoise et accélérer son adaptation à un climat changeant et de parler du rôle et des contributions du comité consultatif sur les changements climatiques. Donc, Alain, je te laisse aller avec cette présentation-là. Je te rappelle l'idée, là, peut-être 30-45 minutes de présentation, puis après prendre des questions, puis une discussion par la suite. Ça te Bon, va? merci Alain. Et puis, désolé de ne pas être avec vous parce que c'était clairement dans l'agenda depuis longtemps, mais malheureusement, dans une semaine de fou, l'agenda a été bousculé hier au soir et je suis retenu dans ma lointaine contrée estrienne. Désolé de ne pas être là. De toute façon, Alain, tu l'as dit tantôt, on fait plusieurs choses ensemble en mode très coordination. T'es membre de ce comité aussi. On a piloté le GE ensemble, donc tu pourras aussi contribuer à cet échange-là. Évidemment, le défi est majeur parce qu'après Christian, sur une thématique très spécifique et fondamentale, le volet forestier et sa transformation avec des éléments majeurs en matière d'adaptation, c'est un peu difficile de vous parler de gouvernance, mais c'est néanmoins fondamental parce que c'est assez rare qu'on fait ça, là, réfléchir à la mise en place d'une structure gouvernementale permanente, indépendante, dédiée au changement climatique. Donc, je vous ai préparé un bref petit PowerPoint pour illustrer le tout. Et puis, bien sûr, ce qui va être plus intéressant, ça va être la discussion qui va suivre. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on a comme enjeu par rapport à ça? Faudrait que j'enlève ce petit bout-là dans mon écran. Sinon, je ne verrai absolument rien. Non, 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 non. Ça, c'est le volet classique sur le partage de l'écran. Ça y est, je vais vous mettre ça ailleurs. Donc, on retrouve ça à l'échelle internationale, ces questions de comités consultatifs dédiés au changement climatique. L'Agence internationale de l'environnement, en 2021, a fait une réflexion sur cet enjeu, sur la pertinence, sur l'approche, avec quelques constats utiles, là, évidemment. Avoir un ensemble de chercheurs indépendants qui réfléchissent à ces enjeux, c'est utile pour des recommandations fondées sur la science, fondées sur les données probantes. Comment on ramène la science dans la prise de décision? C'est au cœur de cette réflexion-là. Évidemment, c'est essentiel qu'il n'y ait pas de partie prenante, il n'y ait pas d'intérêt privé dans cette mécanique-là. Donc, c'est l'évaluation de ces politiques avec le plus d'objectivité essentielle dans cette thématique. Il faut travailler donc en dehors du gouvernement et en travaillant en dehors de la structure gouvernementale, mais en étant quand même un organisme public. C'est généralement, je mets des guillemets, je ne veux pas me l'attribuer cette fonction-là à ce comité, mais c'est généralement, selon l'Agence internationale, perçu, l'Agence, excuse-moi, européenne de l'environnement, c'est perçu par la société civile comme étant plus crédible, plus neutre dans ses stratégies. C'est pas un organisme ministériel qui propose la stratégie gouvernementale, mais c'est un regard externe. Et donc, dans ce type de scénario, ces projets ont tendance, lorsqu'on met en place ces comités scientifiques, à être associés à une gouvernance climatique plus robuste, inscrite dans des lois cadres plus globales. Et ça signifie que les gouvernements acceptent d'être
un peu challengé, disons. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'Alain l'a mentionné tantôt, on arrive d'une commission parlementaire hier matin sur ces enjeux-là. Il y avait de belles discussions entre les membres du comité, bien sûr, et puis le ministre, avec des orientations légèrement différentes, disons. On retrouve aussi ces enjeux à l'échelle. Il faut que je puisse changer de page. Euh, sur cette thématique, je l'ai changé trop vite, ça va mal, ça, on va y arriver. Quand on parle de ces enjeux en matière de comité consultatif, la référence classique, c'est bien sûr le comité anglais. C'est les premiers à avoir fait ça. On a commencé en 2008 avec une structure qui est très, très développée. Si vous préférez les mécaniques francophones, il y a évidemment le même scénario en France avec le Haut Conseil pour le climat, qui lui a été implanté en 2015. On a retrouvé la même chose avec l'élaboration de la loi européenne sur le climat, avec la création d'un comité scientifique consultatif européen sur ces changements climatiques. Ce comité a aussi recommandé la mise en place de ces structures indépendantes chez tous les États membres. Donc, globalement, on retrouve maintenant un regroupement international, le réseau international des conseils climatiques. 26 membres maintenant sont formellement intégrés dans cette structure, dont à l'échelle canadienne, l'Institut climatique du Canada. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner que l'ICCN possède aussi un sous-comité spécifique sur l'adaptation aux besoins. Alain nous en reparlera tantôt. Je n'ai pas eu l'occasion de faire le point avec lui à son retour de la COP 30, mais ça faisait partie d'un des éléments qui était dans la table, sur la table à dessin d'Alain, bien sûr. Et donc, ces comités sont perçus comme étant, encore une fois, un organisme indépendant avec un regard externe. Donc, ça fait partie, je reprends les papiers publiés par Evans ou par l'analyse faite par Dunsky au Québec, comme étant des bonnes pratiques reconnues en matière de gouvernance climatique, même si ça peut des fois être contraignant, que pourrait penser le ministre, par exemple. Donc, à l'échelle québécoise, ça signifie quoi cet enjeu-là? Ben, concrètement, il y en a des tonnes d'organismes et de comités et de réflexions gouvernementales de tout temps. Il y en a toujours eu une série de comités consultatifs, en particulier au niveau du ministère de l'Environnement. Sur le volet climatique, moi, j'y ai participé depuis au moins 2012 sous le ministre Arcan. Au départ, la question, c'est est-ce qu'on met en place des taxes ou des permis échangeables? Mais on avait tendance à mettre autour de la table quelques scientifiques, on était deux au départ dans ces structures-là, avec un ensemble d'organismes environnementaux, un ensemble de représentants économiques, et souvent on était pris pour faire l'espèce de maillage entre les deux, avec pas de ressources, ou très très peu, mais concrètement pas de ressources, et plus une thématique de discussion, là. On amène un débat autour de d'une problématique soulevée par le ministre ou son équipe, et puis on réfléchit un peu à ça, mais peu d'autonomie, peu de moyens, pas une capacité de travailler et d'influencer véritablement les politiques publiques. Donc on a, avec l'adoption de la loi 44, fait ce qu'il fallait faire en matière de gouvernance, créer un comité indépendant pour pouvoir conseiller le ministre. Donc, c'est une innovation institutionnelle relativement récente. Alain l'a dit tantôt, la loi 44 est adoptée en octobre 2020. Moi, j'ai été nommé par le Conseil des ministres en décembre 2020. Ensuite, petit truc intéressant au Québec, le comité est composé de 13 membres. Les 12 autres membres sont nommés par le ministre, mais sur recommandation du président et du scientifique en chef. Donc, le ministre ne choisit pas lui-même l'ensemble des membres de ce comité. C'est notre prérogative de lui soumettre une liste plus ou moins longue, donc il y a un choix plus ou moins restreint, mais essentiellement, ça fait partie d'une réflexion d'abord faite par la présidence du comité et par le scientifique en chef. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, cette thématique-là, mais c'est quand même une petite innovation. Je regarde les structures françaises, par exemple. C'est le gouvernement qui choisit tous les membres, donc on peut se demander des fois si c'est complètement indépendant. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans cette approche qu'on a fait au Québec. La mission spécifique du comité, essentiellement, conseiller le ministre de l'Environnement à la demande du ministre ou de l'initiative du comité. Donc, on peut partir tous les travaux qui vont nous intéresser, toutes les thématiques qui nous semblent essentielles, indépendamment de la demande du ministre. Mais essentiellement, on travaille sur la lutte au changement climatique. Donc, on intègre l'ensemble de ces connaissances scientifiques au cœur de cette réflexion-là. Au départ, dans la loi, c'est cette mission qui était prévue. On a fait l'année passée une réflexion importante pour élaborer notre premier plan stratégique
qu'on a fait bien sûr en concertation avec le ministre à l'époque pour lui dire, c'est votre comité scientifique, donc globalement où on s'en va doit avoir un appui gouvernemental, avec comme réflexion, il faut aussi élargir cette réflexion. Donc, on a une deuxième mission maintenant qui découle de ce plan stratégique, accélérer chez tous les acteurs de la société québécoise de façon objective, non partisane, la prise en compte de la science dans la gestion de la crise climatique. Donc, on travaille sur ces deux enjeux, conseiller le ministre, mais aussi intervenir avec un ensemble d'acteurs sur la base publique. Quand je vous dis ça, ça vaut la peine de réfléchir concrètement à ce que signifie la lutte contre les changements climatiques dans ce cadre gouvernemental, dans la loi 44. Ben, c'est assez simple. Ça vise évidemment à réduire, limiter ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, la thématique classique en matière de décarbonation, mais ça vise aussi à favoriser l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et ça inclut également l'ensemble des partenariats à l'échelle régionale ou internationale. Donc, ça signifie que dans la loi, le mandat que nous avons, c'est de travailler à la fois sur une série de conseils aux ministres sur la décarbonation, évidemment, mais également sur l'adaptation. Donc, c'est ça qu'on voit en matière de lutte au changement climatique. Vous devez faire les deux. Si je reviens sur le volet comité, personnellement, j'aime pas du tout ce type d'approche-là, mais mes collègues me disent, ah, il faut absolument mettre des visages, tu sais, dans ce scénario. Donc, on est 13 membres. Vous en connaissez évidemment plusieurs dans cette mécanique, dont évidemment Alain Bourque, bien sûr. Vous en connaissez plusieurs qui travaillent sur ces thématiques en matière d'adaptation. Annie Levasseur, bien sûr, à l'ETS. Même chose pour Evelyne Tifo sur le volet forêt. Jérôme Duprat n'a plus besoin de présentation. L'autre travaille sur le volet agricole. Marie-Jo Ouimet, qui est dans le volet santé publique maintenant, s'occupe du volet santé publique au nord du Québec. Vous connaissez probablement tous aussi Sylvain Gaudreault, ancien député et ancien ministre là, qui a travaillé sur les questions, bien sûr, d'affaires municipales et de transport. Et vous connaissez aussi bien Valériane Champagne-Saint-Arnaud qui travaille à l'Université Laval sur ces enjeux en matière de perception et de marketing. Donc, la loi nous dit essentiellement un ensemble d'éléments. Ce comité doit être composé de 13, au maximum 13 membres. Ils sont bénévoles, ils sont indépendants. Donc, on n'est pas là pour représenter une institution. Bertrand Milot, qui est à la Caisse de dépôt, n'est pas là pour représenter la Caisse de dépôt. Il est là pour amener son expertise en matière de finances internationales sur ces enjeux de décarbonation et de lutte au changement climatique. Donc, des membres bénévoles, indépendants, issus majoritairement du milieu scientifique. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué à interpréter. Fait qu'on l'a ramené sur, il faut avoir une majorité de professeurs universitaires et on a intégré ça aussi en se disant, ben, c'est clair que dans ce scénario-là, il faut ramener un ensemble d'expertise essentielles en matière de sciences. Alain étant l'exemple classique de ces enjeux. Sylvain Gaudreault, maintenant DG d'un cégep, fait que là, ça nous ramène sur la question de quelle est la présence de ce volet enseignement collégial là-dessus. Et on a rajouté un ensemble d'expertises essentielles en matière économique. Là, vous connaissez tous Alain Lemaire avec son passage en matière au niveau de chez Cascade pendant des années pour pouvoir s'assurer qu'on a les pieds parfaitement ancrés dans la réalité très concrète sur le terrain. Donc, la loi encadre un peu le type de choix qu'on fait, mais l'idée, encore une fois, de cette loi-là, c'est de se dire que collectivement, l'ensemble de ce comité doit avoir une expertise significative et pluridisciplinaire en matière de lutte au changement climatique. Fait que, comme à chaque fois, c'est d'une difficulté inimaginable, choisir comment on réussit à faire une équipe qui est la plus cohérente possible, mais qui couvre l'ensemble de ces enjeux en matière de lutte au changement climatique, à la fois sur les questions, bien sûr, de décarbonation et sur les questions d'adaptation. 13 membres, nommé donc en 2021 officiellement, parce qu'on a commencé les travaux en 2021, et on est en fin 2025, 4 ans, bientôt 5 ans plus tard. Il y a encore 8 de ces 13 membres nommés initialement qui sont toujours membres de ce comité. Il y en a quelques-uns qui ont quitté. Et donc, lorsqu'on ramène cette thématique-là à ce qu'on a fait essentiellement, je ne suis pas en train de faire une promotion, je suis en train de réfléchir au lien entre décarbonation et adaptation. Rassurez-vous, on a publié 8 avis. Le tout dernier, bien sûr, c'est sur la question des cibles climatiques à la demande du gouvernement. Le premier avis a traité sur la stratégie en matière de carboneutralité au Québec, l'importance de mettre en place ces stratégies. Donc, on a aussi parlé au départ de l'importance de ces enjeux d'adaptation et on a ramené ces enjeux-là, évidemment, de façon importante dans
avis sur l'aménagement du territoire, dans un avis qu'on a fait volontairement sur climat et biodiversité. Ces deux avis-là, aménagement du territoire et biodiversité, c'était à notre initiative et dans les deux cas, la dimension adaptation était très présente. On a fait aussi l'année passée un bilan de l'action climatique. On trouvait ça essentiel d'arrimer cette réflexion en même temps qu'on le faisait à l'échelle mondiale sur ces bilans de l'action climatique, dans le cadre bien sûr de l'accord de Paris, et puis dans les 6 thématiques de recommandations majeures là-dessus, bien évidemment, il y a l'accélération des enjeux en matière d'adaptation. Honnêtement, on a parlé un peu moins d'adaptation dans la vie qu'on a faite sur le SPED également l'année passée, sur ce marché du carbone. Et puis, on a terminé le dernier sur, bien sûr, les cibles climatiques qui étaient l'objet d'une discussion hier. On y reviendra. Mais parallèlement à l'ensemble de ces publications, on a créé le groupe d'experts en adaptation. On a reparlé tantôt de cette thématique avec Christian, puisque Christian était membre aussi de ce scénario. Donc, au départ, un ensemble de membres de ce comité qui sont très présents dans ce scénario-là. Là, je suis en train de vous perdre. 14 membres, dont 5 membres. Est-ce que vous voyez encore mon écran, mon PowerPoint? Oui, oui, on voit bien. OK, parce que moi, je viens de le perdre. C'est un peu embêtant. Non, 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 non. Je vais tenter juste de, si vous me laissez 30 secondes, Là, de retrouver ça. on voit la slide de la page couverture du rapport du GEA. Ouais, exactement. Parfait, merci. Je l'ai récupéré moi aussi. Donc, dans cette thématique-là, 14 membres de ce groupe d'experts en adaptation, dont 5 membres du comité, les deux coprésidents. J'ai eu le bonheur de coprésider ça avec Alain. Et puis, même scénario, les 12 autres membres, nous les avons choisis pour se dire qu'est-ce qu'on a comme type de démarche. Donc, vous avez probablement tous consulté ce rapport. Vous avez, je l'espère, tous conclu que cela était pertinent et contribuait à faire avancer la question de l'adaptation à l'échelle québécoise. Mais en même temps, ça avait une contrainte majeure. Mandat ponctuel. On a commencé ça à l'automne 2023. On a fini ça en mai 2024. Et puis les travaux sont terminés et c'est un mandat ad hoc ponctuel pour un enjeu pourtant qui est hyper essentiel en matière d'adaptation au changement climatique. Fait qu'on s'est dit qu'il fallait bien sûr trouver une façon de ramener ces enjeux-là sur une base plus permanente, plus récurrente. Ça tombe bien parce qu'on a fait cette réflexion sur le volet plan stratégique au niveau du comité pour se dire il faut réfléchir à la structure, la gouvernance. Ça a l'air un peu embêtant parce que les enjeux climatiques sont hyper urgents, fondamentaux, demandent toute notre attention, bien sûr. Mais on s'est dit qu'il fallait se donner le temps de réfléchir aussi à comment on travaille et qu'est-ce qu'on voulait faire exactement pour être sûr de le faire le plus efficacement possible. Donc, dans cette réflexion qui a mené à ce plan stratégique 25-28, on s'est doté d'une structure formelle, donc un sous-comité adaptation. On n'a pas de sous-comité sur la décarbonation, mais ça semble très présent dans tout ce qu'on fait tout le temps. Puis le message, c'est on n'est pas assez intégré en matière d'adaptation de façon systématique. Et il faut se donner un véhicule intéressant pour être sûr qu'on intègre ces enjeux-là de façon plus stratégique dans toute notre réflexion. Une démarche qui est inspirée, par exemple, là que je corrige la coquille là-dessus, du comité consultatif irlandais qui fait à peu près la même chose avec un sous-comité adaptation. On a travaillé là-dessus en se disant sur les 13 membres du comité consultatif, il y en a 6 qui ont choisi volontairement de rajouter à l'agenda cette réflexion sur le volet adaptation. Et puis, on s'est dit qu'il fallait aussi se donner la latitude de ramener un ensemble de membres externes. La loi nous dit qu'on est 13 maximum dans ce comité consultatif. Mais on s'est dit qu'on allait chercher des membres externes sur un ensemble de thématiques que nous allons travailler dans le futur pour pouvoir être sûr qu'on va chercher la bonne expertise en matière d'adaptation. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de ramener ce sous-comité d'adaptation pour définir un ensemble de thématiques où l'adaptation doit être pris en compte. Et parmi ces enjeux, ben, évidemment, il y avait le suivi des recommandations du GEA. Donc, un ensemble de membres du GEA ont convenu avec nous de poursuivre ces travaux sur une base plus permanente via ce sous-comité consultatif pour être sûr que cette réflexion qu'on a fait perdure.
Fait que c'est une démarche qui nous semble essentielle, une meilleure prise en compte de l'adaptation, mais honnêtement, ça reste encore quelque chose à construire. Tu sais, on s'est donné le véhicule, l'approche, les orientations, puis ensuite, il faut réussir à les intégrer de façon systématique. Comment ramener cette dimension adaptation présente dans tout ce qu'on fait? Parce que le pari, présentement, c'est que cette intégration, adaptation, décarbonation, elle se fait, elle est présente, mais peut-être pas assez de façon systématique. Alors, je vous donne deux exemples, bien sûr, dans cette intégration, adaptation, décarbonation, dans ce qu'on a fait. Si je prends le rapport du GEA, ben, on précisait dans une réflexion qui était d'abord orientée adaptation, que sans une réduction majeure des gaz à effet de serre, les conséquences climatiques que l'on connaît aujourd'hui seront décuplées. Vous connaissez le principe et le reste. Donc, il fallait absolument intégrer les deux. La lutte au changement climatique intègre simultanément ces stratégies de décarbonation et d'adaptation dans une démarche intégrée. Fait que ça, c'était le message qu'on a voulu porter via le GEA. Et quand on ramène ces enjeux-là sur le volet décarbonation, dans un avis qui est très décarbonation qu'on a présenté hier en commission parlementaire, ben on s'est aussi dit que l'instabilité politico-économique qui s'accroît dans le monde, ben ça signifie qu'au Québec, concrètement, il faut poursuivre cette trajectoire cohérente de décarbonation, mais aussi d'adaptation aux risques climatiques croissants. Et ces deux enjeux simultanés sont essentiels à cette stabilité. Donc, dans chacun des cas qu'on l'aborde sur la thématique adaptation, l'idée c'était il faut parler de l'importance de réduire ses émissions pour permettre ah, de s'adapter à ce climat changeant, mais qui doit rester à un niveau acceptable en matière de risque environnemental et de risque en matière de santé humaine. Et lorsqu'on ramène ces questions-là sur la question de décarbonation, ben, il faut constamment rappeler que ça ne se fait pas en vase clos, mais il faut en même temps et simultanément travailler sur le volet adaptation. Je ne vais pas vous faire des tonnes d'exemples de comment on a fait ce type d'intégration, mais je vous ramène sur ce qu'on a fait en matière de bilan l'année passée de l'action climatique. Donc, vous connaissez bien cette figure hein, parce que vous l'avez vu fréquemment utilisée par Alain, notamment sur ce scénario avec les 4 ans du volet climatique, une variabilité naturelle du climat, l'émergence du signal, les changements inévitables et les impacts en matière, bien sûr, de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et sur ces incidences en matière de variation de température. On a ramené le même scénario, on a ramené ces enjeux-là en se disant voici ce qu'on peut prévoir dans ces scénarios-là en matière d'impact global. Est-ce qu'il y aura bien sûr comme scénario potentiel en matière d'augmentation de température dans les différentes régions du Québec, dans le tableau que vous avez en bas? Vous connaissez tous très, très bien ça. Mais je vous ramène cet élément-là qu'on a intégré dans le bilan pour quelque chose qui me semble intéressant. On s'est dit qu'il fallait donc en fonction, bien sûr, du niveau des émissions de gaz à effet de serre, avoir plusieurs trajectoires possibles d'adaptation selon, bien sûr, les niveaux de risque qu'on pouvait travailler sur ces enjeux. Donc, dans certains cas, lorsqu'on réfléchit à des barrages, les niveaux de risque qu'on doit avoir sont très importants dans sa prise en compte. Donc, attention à ce qu'on va avoir comme trajectoire d'adaptation. On va plutôt avoir tendance à avoir une trajectoire d'adaptation qui peut nous amener à des niveaux très, très élevés. Et quand on prend des enjeux à plus court terme sur le risque actuel, bon, on va s'en aller sur, on pense avoir quoi comme enjeu à très, très court terme? Les scénarios plus classiques avec l'accord de Paris là, d'une croissance maximale de 2 degrés nous semblent acceptables en matière d'adaptation. Mais en parallèle, lorsqu'on réfléchit à la trajectoire, elle, de décarbonation, ben, le message est simple, y compris c'est ce qu'on a dit hier en commission parlementaire. Il y a une seule trajectoire possible. Il faut être conforme à l'accord de Paris, en bas de 2 degrés Celsius, de préférence le plus proche possible de 1,5. Donc, c'était une façon d'illustrer cette intégration. Ça ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps avec les mêmes cadres de référence, mais il faut les avoir en tête simultanément, ce type d'enjeu, décarbonation et adaptation. Donc, une fois que je tout ramené ça, quelques enjeux, juste pour réfléchir à cette réflexion. Ces comités consultatifs ont, en théorie, il y a 3 fonctions. Je vous mets ça classique parce que c'est déjà pas des comités classiques dans le sens, mais mes 3 éléments qui sont dévolus à ces comités, comment on réfléchit à ces enjeux? Le premier, c'est conseiller le gouvernement.
C'est assez facile, c'est directement dans notre mandat de la loi 44. Tu sais, on va donc conseiller en fonction, bien sûr, ce que la science nous dit, mais on fait donc une évaluation exemple de ces politiques publiques. Donc, ce scénario-là, on veut réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire éventuellement. Mais on est loin d'une structure, par exemple, reprise par le comité britannique qui, eux, en matière de conseil, vont beaucoup plus loin, vont financer des études externes pour aller chercher cette information spécifique qui est nécessaire et vont produire des budgets carbone quinquennaux. Voici l'orientation en matière de décarbonation à mettre en place. On n'est pas du tout à ça. Les budgets ne sont pas les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes non plus. Mais donc, en matière de conseil, c'est sûr que c'est plus limité que le modèle classique en matière, bien sûr, anglais. Une autre fonction qui est très importante dans ces enjeux-là, c'est rassembler ce volet-là en matière de lutte au changement climatique, rassembler l'ensemble des parties prenantes dans un scénario à la fois de décarbonation et d'adaptation. Fait que là, on pense qu'on a ajusté adéquatement notre plan stratégique pour ramener davantage ces enjeux. C'était pas au départ prévu, mais on le fait maintenant de façon systématique dans le plan stratégique et on le fait par un ensemble de démarches. Alain l'a bien mentionné tantôt, une série d'approches qu'on a fait en matière de formation à l'Assemblée nationale, mais dans beaucoup d'autres ministères, d'organismes, et comment on essaye de ramener davantage ces enjeux en matière de formation au changement climatique et donc simultanément à la décarbonation et l'adaptation. Mais là aussi, on progresse, mais c'est pas terminé, hein. On prend l'exemple, par exemple, du comité danois. Ben, on organise à chaque année un forum, un dialogue sur le volet climat. On n'est pas encore à ça pour l'instant et on verra si on s'y rendra. Le troisième élément dans ces enjeux en matière classique de cette gouvernance, c'est surveiller, là, dans cette approche-là, on remet nos avis au ministre et non pas au gouvernement ni à l'Assemblée nationale. Et le ministre n'a pas d'obligation de répondre à ses avis. Alors ça, on compare cette gouvernance par rapport à celle, par exemple, du Haut Conseil pour le climat, qui dépose ça au gouvernement. Il y a une obligation de réponse de l'État sur ces enjeux. Fait que là, on travaille plus sur une thématique Assemblée nationale. On n'est pas encore à ça pour l'instant. On verra comment ça va évoluer. Il n'y a pas de fonction non plus spécifique de surveillance de ce que le gouvernement fait. En théorie, la loi 44 a dévolu cette mission-là en matière financière à la commissaire au développement durable. C'est en jeu avec la loi 7 présentement, là, ce type de fonction, puis la récurrence de ce regard. Mais globalement, ça se fait au bureau de la vérificatrice générale. Mais en même temps, le comité peut s'auto-saisir de tous ces sujets. C'est pour ça, tantôt, je vous disais qu'en 2024, on a fait un bilan. On s'est dit, on ne fera pas ça comme les Français, par exemple, qui font un bilan de l'action gouvernementale annuelle sur toute la stratégie. Fait que là, on n'a pas du tout les ressources pour faire ça, mais on s'est dit que ce volet, le bilan, regard en matière de surveillance et d'approche sur la thématique globale, ben, il fallait faire ça au moins dans une thématique arrimée avec les bilans mondiaux prévus à l'accord de Paris, donc sur un scénario plus quinquennal, se donner l'occasion de réfléchir sur l'ensemble de la trajectoire. Un autre enjeu qui est passionnant pour ce type de comité, puis c'est presque la question qu'Alain a posée à Christian tantôt en finissant son séminaire. Est-ce qu'on fait de la politique? L'enjeu est passionnant parce qu'on traite évidemment de politique publique, mais l'idée, c'est de se tenir à distance de cette politique partisane. Et encore une fois, le meilleur exemple de ce type de scénario, c'est être en commission parlementaire avec l'ensemble des quatre partis politiques. On l'a fait en matière de formation et on a dit à l'ensemble de ces députés et ministres présents, après avoir dit, bien sûr, moi puis Alain, ce qui se dit là ne se répète pas à l'extérieur, mais ce qu'on peut répéter facilement à l'extérieur, c'est qu'il y avait bien sûr une volonté affichée de façon non partisane, donc les quatre partis politiques dans leur motion au départ nous demandaient ce type de formation, donc une approche transpartisane, mais une approche qui est apolitique. Il ne faut absolument pas avoir l'impression qu'on est en train de travailler sur une thématique politique partisane particulière, sinon évidemment ça discrédite l'ensemble de la stratégie. Donc c'est pas une obligation comme dans la fonction publique de neutralité, mais c'est vraiment une position stratégique. On l'a intégré dans ce plan stratégique en se disant les avis, on les porte au ministre, bien sûr,
mais il faut travailler avec l'ensemble des parlementaires. Donc, si je regarde l'exemple de l'avis qu'on vient de faire sur le volet décarbonation, on l'a remis au ministre, mais on l'a transmis également à chacun des responsables de ces trois autres partis politiques pour leur dire, voici notre avis sur le niveau d'ambition climatique que devrait se doter le Québec et on est disponible pour vous en parler quand vous voulez. Dans cette thématique-là, il y a quelque chose de... Il y a un équilibre à trouver, toujours délicat. Quand on est dans une recommandation qui est plus proche de l'orientation gouvernementale, certains peuvent avoir l'impression qu'on appuie la structure gouvernementale. Quand on est dans une position où on est plus en porte-à-faux par rapport à une orientation qui semble être préconisée par le gouvernement, ben, on peut être perçu comme étant une opposition à la structure gouvernementale. Fait qu'à chaque fois, garde en tête qu'est-ce que la science nous dit et comment on réfléchit à cette prise en compte de la science en matière de politique publique, indépendamment de ces enjeux-là en matière, bien sûr, de politique élaborée par chacun de ces partis. Puis en même temps, en profiter pour ramener ces questions-là de façon systématique sur décarbonation et adaptation. Je vous donne un exemple sur le comité qu'on vient de faire, bien sûr, au niveau de la commission parlementaire hier. Elle portait bien sûr cette commission parlementaire sur la cible de 2030. L'avis qu'on a fait à la demande de l'ancien ministre de l'Environnement portait également sur la carboneutralité. Donc, on a recommandé au ministre d'accroître cette cible 2030 pour la faire passer de 37,5 à une fourchette de 37,5 à 45 de réduction parce que la science nous amène beaucoup plus à 45 pour être conforme à notre objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Et la carboneutralité, on s'est dit qu'il fallait l'atteindre dès 2045, un peu comme la Californie dans ce type de scénario. Mais également, on a jugé essentiel de se dire, il faut, dans cette thématique-là, aller plus loin que ces enjeux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce qui est mesuré par l'inventaire. Il faut travailler sur le volet terre et forêt qui n'est pas intégré de façon systématique présentement. Donc, une recommandation pour faire une cible également de carboneutralité dans le secteur ATCAF, pour lequel on souhaite avoir un objectif de décarbonation d'émissions. Qu'est-ce que je dis là? D'émissions nettes zéro également en 2045. On recommande aussi au gouvernement de faire un suivi de ces émissions non comptabilisées dans ce secteur terre-forêt, en particulier le nord du Québec. Et puis, bien sûr, vous le savez très bien, élaborer et l'importance d'élaborer, donc pour ces écosystèmes, un plan de gestion de ces risques d'inversion des stocks de carbone et d'adaptation à ces perturbations naturelles qui vont être de plus en plus fréquentes. Fait que c'était de refaire encore une fois un lien, même quand on réfléchit à l'objectif en soi de décarbonation et son niveau d'ambition, il faut avoir en tête un ensemble d'éléments d'adaptation et donc on l'a ramené sur le volet forestier en particulier, sur le volet terre-forêt. Un autre élément, un dernier sur le volet enjeu, est-ce qu'on fait des recommandations qui sont trop micro, trop macro? Une question de cadrage dans ces enjeux-là à chaque fois, là. Donc, lorsqu'on réfléchit à ces thématiques très, très larges, se pose la question comment on amène ces transformations qui touchent tous les secteurs et qui doivent traiter à la fois de décarbonation et d'adaptation. Donc, il y a un enjeu là qui reste important pour définir le bon niveau et chercher aussi la complémentarité avec ce qui se passe à l'échelle gouvernementale. Faire un avis lorsqu'on vient de définir l'ensemble de la trajectoire gouvernementale, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Fait qu'il y a une réflexion à faire pour pouvoir ramener ces enjeux-là en matière de science quand la décision est en train de se prendre, la ramener avant. Sinon, on arrive trop tard, on ne peut pas pour reconstruire l'ensemble de cette structure en matière de prise de décision. Fait qu'il y a une réflexion sur le niveau, sur la bonne approche, sur le cadrage de chacune de ces réflexions. Fait que c'est un peu embêtant. Puis il y a un lien direct avec ce que vous avez comme intérêt sur le volet adaptation, parce qu'à chaque fois, ça se pose comme question, ah ouais, on se recomplique la vie, là. On fait un avis présentement sur les bâtiments. La demande au départ, c'est la structure, la nouvelle loi à Québec permettant de faire cette obligation en matière de déclaration sur le volet consommation énergétique et ensuite faire une classification de ces bâtiments, un peu comme le modèle français, bien sûr. Une fois qu'on réfléchit à ça,
ben, ça mène comme question, OK, on réfléchit sur le volet décarbonation du secteur bâtiment. Ça signifie les questions, bien sûr, en matière de consommation énergétique, mais ça signifie aussi le carbone intrinsèque au départ. Et ça rajoute après la question, ah ouais, il faudrait aussi réfléchir aux enjeux d'adaptation lorsqu'on réfléchit à l'ensemble de la structure du bâtiment. Comment on réfléchit? Et donc, à chaque fois, ben, vous le savez très, très bien, ça ne fait que complexifier la problématique et complexifier l'ensemble du regard qu'on doit porter parce que ces enjeux sont complexes. Fait qu'il faut trouver à chaque fois les bons niveaux. D'où l'idée de se dire, dotons-nous d'un sous-comité adaptation pour être sûr qu'on fait cet effort-là de façon systématique sur le volet adaptation. Et puis, un dernier point dans cet enjeu-là, trouver une position adéquate dans cet écosystème, si vous me permettez ce jeu de mots facile. Donc, il faut travailler sur un ensemble de données probantes. Dans ce scénario-là, on travaille sur la science, mais en même temps, on le voit bien, là, on n'est pas, on n'est pas innocent, là. Dans ce contexte d'urgence climatique. Ben, il y a tout le temps la question, est-ce que cette recherche doit être plus engagée, là, plus militante? Fait qu'il faut faire attention sur ces enjeux-là, reposer sur cette science-là, mais en même temps, on voit l'importance qu'accorde un ensemble de membres du comité, mais le milieu scientifique en général sur l'importance de ces enjeux et sur l'accélération nécessaire à ces approches. Fait il y a tout le temps un équilibre à trouver qui n'est pas tellement simple. Et puis, bien sûr, il faut réfléchir à ce lien entre cette expertise qui est l'expertise conjointe de l'ensemble des membres du comité et son petit secrétariat, là, composé de 5 personnes à temps complet présentement. Et dans ce type de scénario, quel lien on fait avec l'ensemble des expertises à l'extérieur du comité qui sont essentielles parce que c'est cette information qu'on va chercher. C'est ces données probantes qu'on va chercher qui nous permettent de faire cette réflexion. Donc, à chaque fois, il faut positionner les travaux de ces comités et du sous-comité adaptation dans cet écosystème québécois sans bien sûr le dédoubler. Et dans ça, il y a une réflexion bien spécifique à faire avec évidemment Ouranos en matière d'adaptation. Donc, si je conclus cette brève discussion sur la gouvernance en matière de comité consultatif, quelques éléments de conclusion, mais que vous allez, j'espère, enrichir dans la discussion qui suivra avec Alain également. Ben, la contribution d'un comité consultatif indépendant s'inscrit, selon nous, dans les meilleures stratégies de gouvernance et de politique climatique publique. Et donc, ça vaut la peine de réfléchir à la constitution de ces organismes publics. C'est clair. La démarche effectuée à Québec s'inspire donc de ces meilleures pratiques, mais en même temps, mettre en place un organisme public indépendant dédié au climat, ben, ça reste un processus évolutif lent, compliqué, complexe. Donc, ça demande un petit peu de patience qu'on n'a pas tous, là, puis que j'ai surtout pas moi. Mais dans ce scénario-là, il faut accepter le fait que ça peut être un peu plus lent à créer vraiment quelque chose de permanent. Vous avez vu l'évolution d'Uranos. Alain disait que j'y étais au départ, il y a près de 30 ans. Vous avez vu comment ça prend du temps pour que ce type d'organisme puisse être parfaitement intégré dans l'écosystème et très bien reconnu. Donc, ce comité consultatif reste un joueur très récent dans cette mécanique. Et en plus, vous le savez bien quand vous regardez ce qui se passe en matière d'adaptation, à l'échelle internationale, il n'y a pas de scénario uniforme, là. Il y a différentes approches. C'est pour ça que je vous donnais quelques exemples sur les thématiques en matière anglaise, française ou danoise. On a des orientations, des priorités différentes selon les différents modèles de ces comités scientifiques. Fait qu'il faut définir le bon, qu'est-ce que globalement on veut avoir, non pas au niveau des membres de façon spécifique, mais qu'est-ce que la société québécoise a besoin en matière de gouvernance climatique dans ce type de comité indépendant. Et puis, je ne peux pas vous le cacher, là, l'équilibre entre adaptation et décarbonation reste dans ce comité, comme partout ailleurs, me direz-vous, quelque chose à développer, mais c'est clair qu'il y a une volonté d'intégrer ces deux éléments-là de façon systématique. Et puis, dans ce contexte, évidemment, la collaboration avec Ouranos c'est un élément central de ce positionnement. Et c'est pour ça qu'on essaie de le rendre encore plus spécifique à travers ce sous-comité adaptation. Fait que c'était les 3, 4 éléments que j'essayais de vous ramener dans cette discussion. On va laisser faire les références, mais dans ce scénario-là, réfléchir à ces enjeux en matière de comment avoir un organisme indépendant, crédible, qui permet de faire avancer la question, bien sûr, climatique
Et comment on ramène la pertinence de ces enjeux d'adaptation de façon systématique pour pas dédoubler ce qui se fait déjà, mais être plus efficace en matière de discussion. Alain, commentaire, discussion, poursuite là-dessus. Merci Alain. Il y a des gens dans la salle, il y a plus de 100 personnes là, qui sont aussi en ligne, qui vont Je pouvoir suis poser des sidéré questions. d'entendre ça. Peut-être que juste pour ajouter à ce que tu as dit, puis tu sais, je reviens de la COP où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de présidents de comités consultatifs d'un peu partout à travers le monde, notamment les gens du Haut Conseil pour le climat, etc. Effectivement, comme tu dis, chacun fonctionne un peu différemment. Quand j'étais à Adaptation Future, on a rencontré aussi les gens de la Nouvelle-Zélande. Et tu vois, l'approche là-bas, c'est que le comité a plus de 50 ou 60 employés, mais il est aussi en charge de faire l'évaluation de risque pour le pays. Donc, donc, un peu chaque pays a sa réalité, son contexte. Ici, je pense qu'au Québec, on a un très petit comité. Je pense que 4-5 personnes, c'est vraiment, vraiment limite, là. Puis il faudrait certainement en avoir plus. Mais en même temps, il y a Ouranos qui est là pour le volet adaptation. Et donc, il faut même penser dans l'avenir, avec l'arrivée du comité, de voir comment Ouranos pourrait travailler de façon optimale avec le comité consultatif, etc. Donc ça va être clairement des discussions qu'on va vouloir poursuivre, tant pour l'évolution du comité que pour l'évolution d'Ouranos et des contributions de ses partenaires. Fait que ça, c'est peut-être le point que je voulais rajouter, Euh, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions Peut-être, Alain, je ici. pourrais continuer quand tu parlais de la COP sur tout simplement, tu parlais de l'ensemble des gens que tu as rencontrés au niveau des comités consultatifs, mais aussi de la réflexion qu'on commence en se disant il faut intégrer cette structure internationale en matière de regroupement de ces comités scientifiques. On vient d'en adopter deux nouveaux membres présentement qui sont des entités subétatiques dans ce langage onusien. Donc, se pose comme question qui porte la voix du Québec à l'international sur ces enjeux de lutte au changement climatique et comment on partage ce type d'expertise, ne serait-ce qu'on y fait un sous-comité adaptation. C'est pour ça que, comme tu étais à la COP 30 et que je n'y étais pas, ben, c'était dans ton chapeau. Rajoute donc celui de représentant de ce comité consultatif et explorons cette thématique qui devrait aboutir dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour pouvoir mieux intégrer justement cette thématique en matière d'adaptation, y compris à l'échelle internationale. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je t'ai fait la recommandation pour la suite des choses, mais je te laisse décider à titre de président du comité consultatif. Caroline, ici, a une question, et puis ensuite Dominique, puis ensuite je vais aller en ligne. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Je serais tentée de poser des questions sur comment s'est passée la commission parlementaire, mais je vais me retenir. Donc, ma question, c'était plutôt, d'abord pour mentionner que, juste pour rappel, Uranus avait quand même soutenu un projet bien avant la création du comité pour justement regarder c'était quoi les meilleurs mécanismes pour accélérer l'action climatique dans le monde. Donc, un peu ce travail qui avait été fait, qui avait, je pense, inspiré ce que le comité, la mise en place du comité, son rôle et sa fonction. Il y a un truc qui a été mentionné par rapport à ce que d'autres font, notamment les dialogues climatiques. Et je suis juste curieuse de savoir enfin, si ça serait d'un intérêt et qu'est-ce qui manquerait potentiellement au Québec pour que ça puisse se concrétiser. C'est intéressant parce que, tu vois, on a déjà eu au départ une série de discussions sur, OK, on fait quoi, tu sais? Puis là, selon la composition des membres, l'approche, l'orientation, c'était ben, on se limite à faire des recommandations, puis ça se passe là. C'est pas notre job de faire ça. Et d'autres qui sont, ah non, non, il faut y être un peu plus. Et là, ça a commencé sur un ensemble d'interventions. Je reprends l'exemple de ce qu'Alain disait comme scénario. Lorsqu'on a été interpellé par l'Assemblée nationale pour faire ces stratégies en matière de collaboration sur ces enjeux de formation, ben, ça nous a obligés à se dire, OK, on est en train de partager ça. Au départ, c'était juste, OK, on va rendre public l'avis et on verra s'il y a des questions. On a travaillé un petit peu plus à la diffusion de l'avis sur le volet cible parce qu'on s'est dit il faut réfléchir à ces enjeux pour être plus présent dans cette réflexion. Fait qu'il faut à la fois travailler sur la thématique formation, il faut à la fois donc de comment on ramène ces enjeux-là science dans la prise de décision chez tous les acteurs. Donc le faire sous ce chapeau du comité consultatif
Et c'est pour ça qu'on est en démarche avec le gouvernement aussi sur comment on ramène ça dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental. On a fini un séminaire hier avec les Français sur ces enjeux en matière de collaboration, sur le volet formation, toujours dans l'appareil gouvernemental. Et puis en même temps, ça peut aller beaucoup plus loin dans cette réflexion-là. Et donc, dans la réflexion qu'on a commencé à faire sur le volet plan stratégique, on s'est dit il faut ouvrir ce deuxième axe parce que ça ne peut pas se limiter, cette prise en compte de la science, uniquement à une recommandation destinée au gouvernement. Si on veut que ça fonctionne, il faut réussir à maintenir une mobilisation de l'ensemble des acteurs en matière de lutte au changement climatique, tant sur l'adaptation que sur la décarbonation. Et ça passe par un ensemble de véhicules spécifiques. Fait que là, Caroline, tu me dis, est-ce qu'on va ouvrir ça à des dialogues? Qu'est-ce qui manque de? Là, on s'est donné le principe, on s'est donné, voici, ça fait partie de la mission, de l'approche, puis il va nous rester à réfléchir ensuite à, OK, comment, jusqu'où on va aller là? Qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme approche? Quels sont les bons véhicules, les bons scénarios? Mais on a clairement ouvert ce créneau spécifique puis en même temps, ben, on verra comment c'est perçu, hein. Ça reste un organisme gouvernemental. On l'a dit au départ au ministre, l'ancien ministre de l'Environnement l'année passée. Voulez-vous un comité minimaliste ou un comité ambitieux? On a une vision très ambitieuse sur ce qu'on peut faire et qu'on doit faire là-dessus. Et on s'est fait dire, ben oui, allez-y. Ben, ça signifie élargissement de ces enjeux. Donc, sur une base personnelle, évidemment, je ne serais pas embêté qu'on réfléchisse à ces enjeux. On le fait présentement à l'échelle gouvernementale. On le fait à l'échelle de la haute fonction publique. La question, c'est est-ce qu'on le ramène sur un ensemble d'organismes? On répond trop souvent oui à, et vous le savez à quel point vous êtes aussi en demande pour expliquer l'ensemble de ces enjeux, que ce soit dans l'actualité ou que ce soit auprès d'organismes spécifiques. Mais comment on structure un peu mieux ça et quel type de partenariat on veut faire avec le reste de l'écosystème? Parce qu'on n'est pas les seuls à travailler évidemment là-dessus. Sinon, ça serait un échec total, la lutte au changement climatique, si ça ne serait composé que de 13 individus au Québec. Donc, il y a un ensemble d'intervenants. Il y a une réflexion à faire de façon spécifique là-dessus. Tu as tout à fait raison. Et elle n'est pas terminée. C'est juste ouvert le droit et l'obligation de devenir quelque chose d'intéressant là-dessus. Tu sais. Autrement dit, à suivre. Merci, merci Alain. Dominique, après, je vais aller à une première question que je vois qui est très belle. Ma question, en fait, tu l'as un peu posée, tu t'as posé la poser. Moi, je vais la poser. Je me demandais comment ça s'était passé en commission parlementaire. Puis là, je comprends que vous pouvez peut-être marcher sur tes œufs en répondant à ça, mais on a beaucoup entendu le ministre après cette commission-là, puis j'aurais aimé ça avoir un contexte de comment ça s'est passé. Là, peut-être juste en rajoutant aussi qu'Ouranos a aussi présenté en fin de journée, et puis je dois souligner que le ton semblait très différent entre le début de la commission et la fin de la commission. Alors, Ouranos a été un peu plus chanceux dans la mesure où tout le monde avait l'air assez harmonieux, gentil, etc. C'était assez positif. Alors qu'Alain, je ne sais pas si tu vas en parler très brièvement, là, parce que tu pourrais partir longtemps là-dessus, j'imagine, mais peut-être juste brièvement, là, parce que je sais que, comme moi, j'ai entendu parler d'une entrevue à Masbourian où il y a plusieurs gens qui étaient plutôt offusqués sur la manière qu'on avait décrit le comité. Ouais, ben c'est pour ça qu'on a commencé la présentation en se disant, vous le savez déjà, mais rappelons la pertinence légale et d'un comité consultatif. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, là, puis pourquoi c'est pertinent en matière de crédibilité. Un autre enjeu qui est important dans la réflexion, c'est que la commission parlementaire a traité hier exclusivement de la question 2030, sur la cible 2030. Le document de consultation présenté par Québec amène cette question 2030 et la section 2 du document, ça dit, OK, en même temps, ça fait longtemps qu'on parle de volet carboneutralité. Donc, dans ces enjeux-là, il faut y réfléchir un peu. L'avis que nous, on l'a fait à partir d'une demande spécifique du ministre l'année passée. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'année passée, mais quand on a commencé à travailler là-dessus, la demande était carboneutralité et trajectoire. Donc, l'avis qu'on a fait, au départ, c'était centré sur ça. Comment on décarbonise l'ensemble des Québécoises et qu'est-ce qu'on a comme trajectoire. Donc, c'est clair qu'il y avait un certain clivage hier parce que le ministre nous disait « Ah, c'est ambitieux 2030, c'est difficile, est-ce que je ne devrais pas en faire un peu moins? » Vous avez tous entendu le topo du premier ministre sur ces scénarios-là aussi. Alors que nous, on arrivait sur « Attends un peu là, 2030, c'est juste un jalon.
d'une structure qui est bien sûr beaucoup plus prenante en matière de stratégie de décarbonation, parce que l'objectif, c'est de décarboner rapidement la société québécoise et de réfléchir en termes scientifiques à non pas l'objectif d'une seule année, mais du volet cumul en matière d'émissions. Donc, ça suppose une vision globale de décarbonation et des objectifs à très court terme ambitieux. Et si on en fait pas assez, il faudrait être plus ambitieux plus tard pour respecter ces enjeux en matière scientifique. Et une fois qu'on a fini ça, ben on rajoute, hey, c'est pas suffisant, il faut aussi aller encore plus loin. Il faut intégrer le volet ATCAF, il faut intégrer ce volet forêt, il faut réfléchir à ces enjeux en matière de séquestration permanente avec un ensemble de technologies plus technologiques pour compenser le volet émissions dans l'inventaire et réfléchir à toutes ces solutions basées sur la nature puis aux stratégies, bien sûr, pour ramener le secteur ATCAF à zéro. Et en plus, il faut aussi se doter de feuilles de route claires, de budget carbone. Vous connaissez l'expression en donner plus que ce que les gens demandent, hein? C'était clairement, voici la vision globale, alors que le ministre se positionnait sur à court terme, il se passe quoi sur 2030? Fait que le message c'était, ce n'est pas en soi l'objectif ultime 2030. L'objectif ultime, c'est de s'assurer que la température le Québec comme État ne contribue pas à ramener la température à des niveaux qui sont inacceptables d'un point de vue scientifique. Et la base de référence, le graphique qu'on avait tantôt, l'accord de Paris, en bas de 2, et de préférence, le plus proche possible de 1,5, dirait Alain, puisque le 1,5 comme tel, la probabilité d'y arriver à court terme, elle est bien sûr infinitésimale. Et puis la probabilité d'y arriver à long terme, elle est très, 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 très compliquée. Donc l'idée, c'est préciser qu'on est à 1,6. Donc, il y a eu de beaux échanges pendant les trois quarts d'heure dans cette discussion à laquelle j'ai été accompagné par justement Jérôme, Sylvain Gaudreault et puis l'auteur. La discussion n'est pas close et elle va clairement se poursuivre. Tu sais. Puis après, la décision, elle appartient au gouvernement. Et ça fait partie de ce qu'il faut accepter d'un point de vue, et vous le savez très bien, Chouranos aussi, une fois qu'on établit ce que devrait être la stratégie, après, dans notre structure de gouvernance démocratique, ben, c'est aux gens qui sont élus de faire ces choix-là en se disant, à partir de ce qu'on a comme type d'information, et la loi le présentait, là, avant de commencer la commission parlementaire. Il y a d'abord le rapport du comité consultatif. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Alain, mais c'est intéressant parce que c'est probablement la première fois qu'on fait ça avec ce type d'avis. Dans les documents soumis en commission parlementaire, il y a toujours le document gouvernemental qui est voici le document de consultation. Et là, on a rajouté à ce document-là, voici l'avis du comité consultatif qui a un cadre légal prévu. Fait qu'on revoit l'importance d'intégrer ces dimensions en matière de cadre légal, en matière de cible. Des fois, on a l'impression que c'est juste la gouvernance, puis que c'est bien compliqué. Mais globalement, en matière d'orientation, quand tout à coup les vents de face deviennent très, très forts, ces enjeux d'ancrage sont essentiels. Fait que ça aurait pu être plus agréable comme discussion. Ça a commencé un peu rapide là, en matière de positionnement, mais ça reste des discussions démocratiques essentielles à avoir. Merci pour la réponse. Là, il y a plusieurs commentaires, réponses. Je vais essayer de répondre à plusieurs d'entre eux, puis tu pourras Vas-y. commenter parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a une première question que je trouve pertinente. Est-ce qu'il y existe des comités consultatifs du genre, mais à l'échelle municipale? Alors, je veux juste souligner quand même les efforts du scientifique en chef du Québec d'implanter des scientifiques en chef dans différentes municipalités, dont certaines qui ont participé au groupe d'experts en adaptation qui s'adonnent donc être assez ferrés en changement climatique. Donc, c'est clairement bénéfique. Mais je ne pense pas que formellement, il existe des comités consultatifs. À la COP, j'ai appris que la ville d'Hambourg avait un comité consultatif spécifique dédié à la ville. Donc, ça serait peut-être une bonne idée ici au Québec d'avoir ça. Ouais, les Français font des espèces de COP à l'échelle régionale aussi, là, comme on le travaille sur une base plus territoriale. C'est pas tout à fait la même chose, mais on voit l'orientation, là, tu sais. Il y a une question en lien avec l'intégration de d'autres enjeux planétaires ou des enjeux de société, etc. Puis là, en fait, je vais répondre en disant que déjà, avec les 13 personnes autour du comité consultatif, on a quand même réussi à intégrer des aspects d'équité, de populations vulnérables, autochtones. Donc, on essaie d'élargir.
Mais encore là, je reviens à mon expérience à la COP. Un des gros défis de ce genre d'initiative-là, c'est lorsque tu intègres vraiment beaucoup d'autres aspects qui sont, bon, en théorie secondaires, mais tous aussi importants. Ça peut devenir extrêmement compliqué. Puis là, Alain, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est clair que quand on essaie de faire avancer des avis dans le comité, on dit toujours, ah, il faudrait rajouter ceci, cela. Ben, à un moment donné, ça devient juste plus vraiment réalisable dans des délais raisonnables. Ça fait qu'on a tendance à en parler rapidement puis à dire qu'il faut continuer à travailler un petit peu plus détaillé. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où le comité consultatif ou d'autres comités consultatifs ont 50, 60, 70 employés, bien là, tu peux peut-être te permettre de le faire. Mais là, pour notre comité, ça demeure inévitablement un enjeu de tout considérer les différentes composantes. Et en même temps, on sait bien que la question climatique est très transversale, mais on n'est pas là pour régler tous les enjeux environnementaux. Le focus, c'est le volet changement climatique, mais ça ne se fait pas en vase clos non plus. Un exemple bien précis, le volet bâtiment. On fait donc un avis sur le bâtiment. Puis on se le redit à quelques reprises. Attention, on ne fait pas un avis sur la crise des bâtiments et des logements puis les enjeux d'inaccessibilité. On fait un avis sur les bâtiments dans une perspective climatique. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien sûr intégrer dans la réflexion les enjeux sociaux, les questions bien sûr d'abordabilité, ces enjeux particuliers en matière de manque de logement, mais on ne fait pas un avis sur le manque de logement dans un contexte climatique. On fait un avis sur la prise en compte du climat et on incorpore dans cette réflexion un ensemble d'éléments qui sont essentiels. Mais c'est tout le temps un peu compliqué. Il y a des commentaires bon, autour de la composition du comité. Ça, on pourra faire un copy-paste puis le reprendre. Là. Tu sais, représentation des Premières Nations, administration locale, etc. Alors, encore une fois, la loi dit que c'est 13 personnes, surtout des scientifiques, donc c'est clair que ça nous impose certains choix. Donc, c'est des commentaires qui, je pense, sont bien reçus. J'ai un commentaire là, qui m'a fait sourire, là, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive les membres du comité à poursuivre le travail devant les deux derniers ministres qui ne prennent pas vraiment au sérieux les recommandations? Je ne sais pas si tu La veux. réponse est facile, l'importance de l'enjeu. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle qu'on fait ça sur une base bénévole, mais fondamentalement, ben, il reste quand même qu'il y a une capacité d'influence différente. Il y a quelque chose d'intéressant dans la capacité d'intervenir directement dans l'appareil gouvernemental auprès de chacun de ses ministres. C'est ce qu'on a fait avec adaptation, tu sais. Prenant la stratégie au niveau, bien sûr, d'adaptation du rapport du GA, écrire à un ensemble de ministres spécifiques, les interpeller et leur dire à quel point ces enjeux sont fondamentaux. Le fait d'être dans une structure gouvernementale, et d'avoir une reconnaissance étatique permet de travailler différemment. C'est pas une ONG, c'est pas un groupe de recherche spécifique, c'est une structure gouvernementale, mais complètement autonome. Fait que pourquoi il faut continuer là-dessus? Parce que l'enjeu est trop fondamental, exactement de la même façon que vous continuez à travailler sur les enjeux d'adaptation, même si vous avez l'impression qu'on va passer vite, mais il n'est pas question qu'on l'échappe. Surtout parce que ça va fonctionner à la fin. On va gagner, comme dirait si bien Alain avec son côté optimiste. Tu sais. Oui, habituellement, ça allait, l'optimiste, c'est moi, là, un peu plus pessimiste. En passant, donc, on va terminer le webinaire. Encore merci. Je veux juste souligner quelque chose. Il y a quelqu'un, M. Clermont, qui souligne qu'il existe bel et bien certains comités consultatifs en environnement pour plusieurs municipalités qui donnent des conseils. Donc, ça contribue, ça peut intégrer la question des changements climatiques. Donc, précision là-dessus. Mais sur ce, encore une fois, merci pour la présentation sur le comité, sur les travaux du comité. Et puis, en fait, Désolé de ne pas avoir été là. Et puis, faites-nous part de tous vos commentaires ou faites-les part à Alain. L'idée, c'est d'être le plus intégré possible et le plus pertinent. Fait que on essaye d'être le plus ouvert possible. Au plaisir de s'en reparler. c'est bon. Merci beaucoup. Plaisir.